Bonjour les graphes, je profite de mettre à léger un petit peu la conscience pour faire cette vidéo un petit peu plus tranquillement. Alors on n'est pas tout à fait à la clôture, il manque à peu près une quinzaine de minutes pour la bourse de Paris. Toujours est-il que ça ne devrait pas changer grand-chose de toute façon sur cette clôture. Qu'est-ce qu'on a globalement? C'est la même chose. Donc on est parti sur cette fin de semaine sur une capitulation, notamment surtout sur les valeurs de croissance. Vous le savez, toujours le même tableau. On a subitement peur de l'inflation. Enfin, on n'en avait pas tellement peur auparavant, mais là, maintenant, c'est la hausse des taux, évidemment. Tout simplement, on a aussi l'histoire entre Poutine, bras de fer entre Poutine et Biden. On ne sait pas trop si c'est du bluff, si c'est pas du bluff, si ça négocie quelque chose en arrière-plan, en coulisses par rapport à ça. Moi, je pars du principe quand même que je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt d'une guerre en Ukraine, mais bon, je peux me tromper, hein, bien entendu. Je suis pas dans les petits papiers. Mais globalement, voilà, on joue un petit peu pareil sur le bras de fer géopolitique. De toute façon, Biden a des sondages un petit peu à remonter. En règle générale, faire les gros bras, ça sert à ça. Mais voilà, ça, c'est pas trop un point, je dirais. Le point, évidemment, c'est on joue la capitulation sur les marchés. Quelque part, on met un petit peu la pression sur Powell la semaine prochaine pour la réunion de la Fed, en lui disant ok, il va falloir quand même que tu sortes un petit peu la meilleure com que tu puisses sortir. Globalement, je pense que Powell va dire ce qu'il a toujours dit depuis le départ, c'est-à-dire que l'inflation n'est pas transitoire. Moi, je pars du principe que c'était très mauvais de revenir sur ce mot-là. Je pars toujours du principe que l'inflation est transitoire, mais durable. Hein. C'est une problématique, je pense, de rhétorique, de mots, et le fait d'avoir retiré ça, on a retiré un petit peu de crédibilité aux banques centrales. La Banque centrale européenne, elle, reste sur cet aspect, l'inflation va être transitoire, c'est une inflation qui est surtout due donc à la sortie de crise Covid. Après, la question qu'on se dit évidemment, c'est que là, on a mis le doigt. Alors c'est pas avec le Covid qu'on a mis le doigt. On a mis le doigt depuis la crise des subprimes à rajouter des roulettes, des roulettes au cycle, à la bicyclette de l'économie, et évidemment, dès qu'on les retire un petit peu, ça se casse un petit peu la figure, donc on est ad vitam aeternam, potentiellement, dans un monde interventionniste et dans un monde qui va continuer, entre guillemets, de, d'administrer l'économie. On voit mal comment on pourrait retirer ça. Alors ce sera certainement petit à petit. Je vous avais donné comme exemple certainement l'après-guerre, comme cette sortie de Covid, la voir comme une sortie d'après-guerre. Et puis après, l'élément que je trouve important, c'est que les entreprises commencent à communiquer sur le fait que le dilemme de la croissance. Donc c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que oui, en effet, on peut être sur une inflation transitoire, mais il faut à ce moment-là penser, si on pense inflation transitoire, même si c'est dans 6 mois, 9 mois éventuellement qu'on commence à avoir réellement des stats qui démontrent le pic et le fait qu'on va vers de l'inflation transitoire, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'inflation, mais une inflation moins forte. J'ai suffisamment expliqué, je pense, pour aller plus vite là-dessus. Ce qui va être important, voilà, et on le voit avec pas mal d'entreprises. Je pensais honnêtement que les communications commenceraient à se faire plutôt sur le trimestre d'avant, mais ça commence à se faire plutôt maintenant, sur justement le quid de dire si la croissance se normalise également. Et bien moi, en tant qu'entreprise, si j'ai pas un pricing power de folie, comme l'épargne de mon épargnant est certes toujours très importante, mais commence à se réduire, il commence à regarder les prix aussi, et donc il est assez regardant, et on va dire, autant l'année dernière, toutes les entreprises, même celles qui n'avaient pas de pricing power, étaient dans la capacité de faire passer des augmentations de prix, parce qu'il y avait cet effet de richesse. Autant là, on va rentrer dans un monde petit à petit où il n'y a plus ce sentiment d'effet de richesse, ça va s'estomper au fur et à mesure, et donc les vraies entreprises avec un vrai pricing power vont vraiment ressortir. Et celles qui, à mon avis, un faux quelque part, ne vont plus pouvoir faire passer des hausses de prix et vont commencer à rogner sur les marges. On va commencer également à faire éventuellement à entrevoir des perspectives plus prudentes au niveau des entreprises pour l'avenir.
Et ça commence en gros sur les résultats sur ce trimestre. Alors le gros des résultats va encore arriver, donc la semaine prochaine, je veux dire, on a la Fed. Je pense que au niveau de Powell, de toute façon, il va répéter ce qu'il a déjà dit, c'est-à-dire que euh, malheureusement, moi j'aurais préféré qu'il continue de dire que l'inflation était transitoire, mais la transition, voilà, ça peut être dans 9 mois, hein, il peut y avoir une gestation supplémentaire. Et parce que tant que vous avez Omicron, tant que vous avez du Covid, tant que vous avez des nouveaux variants, tant que vous avez des pays de toute façon qui pratiquent une politique zéro Covid ou qui tout simplement confinent ou font des couvre-feux, etc. Bref, votre économie n'est pas en marche. Et donc vous continuez évidemment d'avoir une supply chain qui est saccadée et vous continuez d'avoir des pénuries. Et donc on continue de pousser, certains gouvernements continuent de pousser avec des aides, etc. Et évidemment tout ça, ça continue d'être inflationniste. Donc il y a quand on rigole de dire que l'inflation est transitoire, il faut l'entrevoir comme le fait que c'est pas parce que cette inflation dure dans le temps qu'elle n'est pas transitoire. C'est parce qu'il faut aussi se dire qu'à la base, on pouvait dire que l'inflation était transitoire sans qu'on se moque de nous, parce que éventuellement on entrevoyait la sortie de crise. Et puis Omicron a relancé quelque chose, a relancé ça, et donc ça vous fait que vous repoussez ce côté transitoire à chaque fois de 6 mois, etc. Et comme on a dit, les gouvernements vont, à un moment donné ou à un autre, avec les banques centrales, commencer à retirer les petits trous arrière. Mais en fait, tout ce qu'on va faire maintenant, puisqu'on part dans un monde qui va être complètement administré, et en plus, au-delà des banques centrales qui administraient l'économie déjà depuis la sortie de crise des subprimes, et ben maintenant on a les gouvernements qui ont rajouté ça. Et on va bien se rendre compte à un moment donné que on va avoir du mal à retirer toutes ces aides-là, et que certaines aides, comme de par le passé, de toute manière, vont devenir à un moment donné acquises. Ce qui est important, donc, c'est de bien comprendre que si on a du mal à retirer les aides, eh ben, c'est autant d'éléments qui font qu'on va conserver une certaine durabilité de l'inflation. Même si, évidemment, le côté transitoire, ça sera de passer d'une inflation de pic, d'une inflation exponentielle, à quelque chose de plus normalisé. Et même chose sur la croissance. Comme on en avait parlé, hein, on va résorber, jouer le coup de l'équilibriste sur la dette avec des taux réels négatifs. Même si là, on a les taux longs qui commencent à remonter, et que éventuellement on fera remonter les taux courts des banques centrales également. On a une inflation qui va rester bien au-delà de ces taux longs encore à ce stade. Et c'est là aussi où c'est très important de bien faire ça, c'est-à-dire que là, le marché, évidemment, il se dit « Ouh là là, oh mon Dieu, les taux courts vont remonter, et puis mes taux longs, ils sont en train d'approcher les 2%, même si là, ils ont un petit peu soufflé dernièrement. » Mais en gros, j'approche des 2% sur mon 10 ans américain. Oui, mais ok, très bien. Mais c'est quoi votre prime de risque aujourd'hui sur les marchés? Vous avez beaucoup de sociétés qui vont payer 4-5% de dividendes pour un taux sans risque à 10 ans américain. C'est 10 ans américain, hein. Je veux dire, si vous regardez l'Allemagne, on est repassé légèrement positif. Donc on est à zéro, en gros. À 2% sur les US. Donc vous avez toujours des primes de risque aujourd'hui sur les actions de 3-4%. Donc il faut bien se dire que le marché est dans une rotation, comme on l'a vu. Cette rotation, de par la capitulation que l'on a, là, cet effet capitulation que l'on a sur les valeurs de croissance, on en avait parlé, que ça impactera également les valeurs value, c'est-à-dire qu'elles baisseront, mais elles seront plus résilientes, elles baisseront moins, mais vous avez des appels de marge, etc., qui font qu'à un moment donné, un certain nombre de portefeuilles doivent également arbitrer et même sortir des positions qui marchent plutôt bien. Pour autant, voilà, pour moi, il n'y a pas d'effet de panique. On va dire que ce marché ressemble beaucoup à ce qu'on avait vécu en 2018. Début 2018 également, on avait pas mal bougé sur des anticipations que la Banque centrale américaine allait justement commencer son tapering, remonter ses taux, puis elle avait commencé à le mettre en place, je ne sais plus, c'était à l'été, etc. Et là, à la fin d'année 2018, pour celles de ceux qui étaient là, ça avait quand même commencé à bien taper le marché en mode ligne droite. Alors là, on ne sait pas si ça va être exactement la même chose, mais à l'époque, on était dans de la croissance molle, et on redressait ses taux, et donc le marché avait eu tout de suite très très peur par rapport à ça. Là, la situation est quand même légèrement différente, c'est-à-dire qu'on veut remonter les taux, mais dans une économie qui reste forte. Même si en effet on peut se dire que la croissance va certainement commencer à s'estomper, on restera sur une croissance assez importante.
Donc, avec une inflation qui l'est tout autant. Donc, on est quand même sur des éléments qui sont légèrement différents entre la Fed qui remonte ses taux en 2018 et la Fed qui remonte ses taux en 2022. Et encore une fois, il faut rappeler que là, en effet, bon, on a peur, c'est une question de flux, c'est une question d'appel de marge, c'est une question, comme on l'avait dit, d'effet de levier, de surplus de liquidité sur le marché. À un moment donné, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la volatilité. Euh, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a toujours pas d'alternative aujourd'hui. C'est-à-dire que même si les taux longs continuent de monter, vous n'avez pas d'alternative. Alors certes, vous avez des arbitrages qui vont se faire parce que le coût de l'argent se fait un petit peu plus cher, qu'il y a ces appels de marge, qu'il y avait énormément de leviers. Bref, de temps en temps, il faut secouer le cocotier pour nettoyer les marchés. Mais toujours est-il, votre tendance de fond reste quand même inhérente. Et vous avez donc un marché qui fait et qui acte les rotations, parce que même si tout ça va être très graduel, tout ce qui va être tapering, tout ce qui va être remontée des taux, même si vous avez 4 ou 5 remontées des taux en 2022, comme certains le laissent entendre, ça va être des remontées pour moi qui vont être très, très limitées. Et c'est-à-dire que même si on remonte les taux jusqu'à 1% aux US, par exemple, 1%, 1%, discuter avec quelqu'un qui dans les années 2000 empruntait, etc., vous étiez à 7, 8%. Donc c'est important ici de relativiser, c'est-à-dire que même si on joue à se faire peur sur des remontées de taux, et il ne faut pas le prendre à la légère, hein, même 1% de changement de taux, ça peut paraître peu, hein, il faut le relativiser, mais c'est énorme par rapport à l'actualisation des profits futurs lorsque vous avez des valorisations qui se payent 100 fois le PER. Hein. Donc c'est bien ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que quand vous avez ces anticipations de remontée de taux, etc., et on peut se dire que oui, ça va rester accommodant, c'est ce que je dis aussi. Pour moi, il faut quand même relativiser dans les choses que on va rester dans un monde de taux bas quand même, dans un monde très accommodant, dans un monde très certainement, on restera sur des taux réels négatifs encore un petit moment. Parce qu'on a besoin de permettre les investissements, on a besoin de gérer cette dette, donc on a besoin, je veux dire, personne aujourd'hui n'a intérêt de voir les taux remonter trop vite, trop fort. Donc oui, ça peut avoir de la saccade et de la volatilité sur les marchés. N'oubliez pas également que les banques centrales n'ont aucun intérêt à continuer à ce que tout le monde s'enrichisse sur les marchés, parce que l'épargne du consommateur, où est-ce qu'elle va continuer d'aller? Sur l'immobilier et sur les marchés. Or, elle ne participe pas à l'économie réelle, elle ne permet pas de résorber l'endettement. On a aussi besoin de pousser une partie de cette épargne-là vers la consommation. Donc quelque part, c'est aussi le rôle des banques centrales, un petit peu de calmer le jeu sur les marchés, sur l'immobilier, pour faire en sorte qu'une partie de cette épargne-là soit allouée à de l'économie réelle et à de la consommation, qui évidemment continuera de pousser l'inflation d'un certain côté, mais comme je vous l'ai dit, taux réel négatif, on est dans un enjeu justement de pouvoir continuer les investissements, pouvoir continuer le plein emploi, pouvoir continuer à motiver des taux de croissance importants, parce que pour moi l'enjeu au-delà de l'inflation et des taux, le marché il sait monter avec des taux qui remontent à partir du moment où vous avez une croissance économique derrière. Là où le bas blessera vraiment, c'est le jour où, justement, on est dans du tapering, on est dans de la remontée des taux, et la croissance commence à filer le camp. Donc ça, là, ça sera un vrai risque. Mais à ce stade-là, pour moi, je vois ça comme un marché qui acte sa rotation, acte une certaine capitulation sur les valeurs de croissance, mais pour autant, voilà, je ne pense pas qu'on est dans un mode panique, etc. Il n'y a toujours pas d'alternative pour moi, et au contraire, il faut voir cela comme éventuellement une opportunité pour celles et ceux qui savent un petit peu ce qu'ils font. Même si bien entendu, voilà, je vous dis tout ça, je me prends des bennes aussi, et moi-même je ne suis pas à l'abri de retomber dans un certain nombre de travers, comme j'ai pu le démontrer en ce début d'année. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va faire un petit peu d'analyse. Je pense que j'ai dit plus ou moins tout ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ça aide cette vidéo à se faire connaître et à se répandre un petit peu.
puisque ce que je trouve, c'est que souvent, voilà, les mêmes questions qui me reviennent, et je me dis, ouais, ça a été dit, ça fait quelques semaines, hein, il y a un mois par exemple, je vous disais, voilà, il faut éviter de jouer trop au héros en ce moment, ce que j'ai fait quand même moi-même. Donc en gros, c'est un petit peu faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais l'idée était là quand même, ces sentiments de marché. Dans ces vidéos-là, je vous présente pas nécessairement mes positions ou mes convictions. J'essaye vraiment de prendre le recul. C'est l'exercice que je tente de faire pour vous, mais pour moi aussi, de rester le plus objectif possible. Et c'est ça qui m'importe également dans ces vidéos du week-end. Donc je les fais vraiment avec le recul nécessaire et pas avec mes positions, avec les différents biais que je peux avoir moi-même, puisque je ne suis qu'un homme à la fin. Donc au niveau de notre CAC 40, on était dans notre petite congestion ici, vous voyez, en biseau descendant, qu'on est en train de lâcher un petit peu par le bas. Rien de bien méchant à ce stade-là, je dirais même que le CAC 40 est très résilient, il prouve sa résilience par rapport à des valeurs pure croissance, des indices pure croissance comme le Nasdaq ou comme le S&P qui a été bien chargé en valeur de croissance au fur et à mesure des années. Donc là, je dirais, on rentre un petit peu dans une procession de foi, un petit peu de neutralisation. On est, pour moi, le niveau pivot, c'est toujours le même, hein, aux alentours des 6900 points. Tant qu'on reste au-dessus de ces 6900 points, je reste quand même positif sur du moyen terme. Et voilà, je m'attends à ce que ça gesticule un petit peu en attendant la suite. Pas plus que ça. Si on regarde le Nasdaq, on a eu notre capitulation finalement. On est allé chercher la mèche basse, on voit sur cette zone des 13 900 points. Globalement, on est en train de revenir sur cette zone des 14 200 points qui sera le gros morceau. Ça sera le gros morceau pour la suite et à refranchir par la suite. Mais vous le voyez, c'est très saccadé, mais c'est très volatile. On a perdu une dizaine, un peu plus de 10%. Donc c'est quand même une correction. Mais pour autant, voilà, je pense que on a la réunion de la Fed de la semaine prochaine, je ne pense pas qu'on va tirer sur l'ambulance. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on a quand même cassé la dynamique. Donc oui, on peut s'attendre à pas mal de zigzags et de volatilité, mais il va falloir derrière, pour les investisseurs un peu plus en suivi de tendance et en attente, il va falloir maintenant s'armer de patience en attendant que vous ayez des constructions et des configurations qui se reconstruisent dorénavant. En tout cas, là, on a peut-être un petit peu planté le couteau, tout du moins à court terme, ça nous permet d'avoir un repère. Si on lâche ça à nouveau par le bas, il faudra commencer à ouvrir la voie des 13 500, 13 400. Mais à ce niveau-là, pour l'instant, je ne le jouerai pas encore. Je dirais que là, pour l'instant, on a fait la capitulation qu'on devait faire. Et maintenant, il va falloir voir un petit peu la force du rebond pour la suite des opérations et voir comment ça construit. Mais globalement, voilà, faut pas s'attendre à des merveilles sur le Nasdaq et à un retour de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tant qu'on va rester sous la zone des 14 700. On joue essentiellement du rebond au prorata de la baisse à ce stade-là, mais on ne joue pas tout de suite là maintenant une remontada, c'est un petit peu tôt pour avoir cette idée-là. Sur le 10 ans américain, sur obligataire, on voit ça se détend un petit peu, mais tant que vous allez rester sous la zone des 114, ça va rester quand même sur le haut de la fourchette, donc on n'enlève pas la problématique de la bouche des investisseurs. Pour autant, on a validé le support aux alentours des 111, 112 à ce stade-là. Et maintenant, ça risque de gesticuler un petit peu et de commencer à construire éventuellement une figure. Si on lâche ici, par contre, on partira éventuellement en mode sell-off vers la zone des 110, mais ça voudrait dire que la croissance va aller chercher cette zone des 13 500, 13 400 dont je vous ai parlé pour l'instant. Nous n'y sommes pas, on stoppe également un petit peu l'hémorragie et le marché risque en ce début de semaine de jouer l'attentisme en attendant la Fed, bien que je ne pense pas qu'on va apprendre grand chose de neuf au niveau de cette réunion et je ne pense pas qu'on va relever les taux dès cette réunion. Je pense qu'ils vont rester sur la ligne de conduite. De toute façon, ils nous avaient bien préparé quand même à la base, et on le voit de toute manière, même si on a la capitulation cette semaine sur le Nasdaq, les dégradations sur les valeurs de croissance ne datent pas de cette semaine. On en avait déjà parlé fin d'année dernière. On n'a fait que
on a fait qu'accélérer le processus. Sinon, au niveau du Brent, c'est toujours la même chose, c'est quand tout le monde commence à vous donner des objectifs à 125, 130, 150, j'ai même vu du 200 $ que c'est le moment de faire un petit peu attention. En règle générale, c'est toujours les mêmes qui vous donnent ces objectifs-là, qui n'avaient pas vu venir la hausse ou qui l'ont vu venir très tardivement. En tout cas, quand on était à 20 $, en règle générale, il n'y avait pas grand monde. Ces gens-là disaient plutôt qu'en gros, ça va à zéro, puisqu'évidemment, c'est la fin du monde. Donc, au niveau du pétrole, pas grand chose de plus, c'est une tendance haussière également, on était dans une exponentielle, à un moment donné il faut bien souffler, donc pas plus que ça. J'ai une oblique haussière, il s'est avéré qu'on l'a testé et on la touche en résistance, donc on a également notre biseau ascendant. Évidemment, c'est toujours la même chose, si ça casse par le haut et qu'on continue l'exponentielle, à un moment donné ou à un autre, le marché va bien se dire aussi que c'est pas bon un pétrole trop haut, hein, ça casse la consommation, ça fait de l'inflation, donc c'est pas le meilleur des mondes, et donc également c'est pas quelque chose que en tant que gouvernement et en tant que banque centrale on a trop envie de voir, puisque ça casse un petit peu les pattes arrière de ce qu'on veut réellement faire. Donc toujours est-il, au-dessus des 80 $, 84 $, on va rester toujours haussier, hein. Éventuellement ça a le droit de gesticuler, ça a le droit d'être volatile aussi, mais c'est haussier, point barre à ce stade-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail des autres matières premières, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi sur des matières premières. Au niveau de l'or aussi, on est en train d'améliorer, on est en train de se réveiller. Il aura fallu attendre quand même plusieurs mois avec une inflation qui passe à plus 5, plus 6, plus 7% en annuel glissant, avant que l'or daigne se réveiller. Et encore, je veux dire, c'est pas non plus le réveil très très fort. On est revenu, on le doit chercher cette oblique ici. Par contre, il y a pas mal de minières qui offrent une couverture. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc il faudra réussir, vous le voyez, à breaker ici par le haut, casser cette oblique ici pour commencer à donner un petit peu plus de force. L'argent également a donné un petit peu de force. On revient là aussi sur la résistance oblique. On va tracer celle-ci plutôt que celle-ci qui était un petit peu plus obtuse et moins probante. Et puis je vais en profiter pour nettoyer la chambre. Et l'idée, c'est la même chose que sur l'or, c'est qu'à ce stade-là, voilà, on ne valide pas encore le retournement, on est venu chercher l'oblique, éventuellement on peut faire un petit peu de reflux, mais du coup la congestion qui peut éventuellement se mettre en place là, elle est à observer parce que le jour où on a le break, on a un signal potentiellement intéressant à moyen terme de retournement. Ce qui derrière va nous faire parler évidemment de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui gesticule pas mal, le dollar reste encore assez fort, hein. Globalement, on le voit tant qu'on ne cassera pas cette oblique qui nous permettra d'initier un rebond plus fort. Et c'est là où ça sera très important également pour cette année 2022, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, là où tout le monde se prend un petit peu une claque sur les valeurs de croissance et on va sur les valeurs value, ce qui va nous intéresser, on en avait déjà parlé dans des hypothèses de travail sur différentes vidéos, c'est si en effet l'euro reprend un petit peu de la force, et pour reprendre la force il faudra du boulot quand même, c'est-à-dire repasser au-dessus des 1,15, 1,16, là on pourra commencer à initier un scénario de faiblesse un petit peu du dollar, je ne dis pas de fin du dollar, hein, je vais pas là-dedans, mais de faiblesse un petit peu du dollar, et ça poussera quand même depuis 10 ans. Les capitaux se sont engouffrés sur les US, les valeurs croissance. Petit à petit, on va avoir la rotation de secteurs d'activité, on l'a vu, et potentiellement également une rotation. Si on a le dollar qui commence à faiblir un petit peu, il faudra voir ça, une rotation qui se fera également par zone géographique, et donc notamment aussi un retour sur les valeurs européennes notamment, et les marchés émergents. Après on peut aller plus loin dans le détail, mais également les matières premières seront éventuellement un petit peu plus appréciées. Mais voilà un petit peu, pas mal d'enjeux. Il y a des capitulations qui se font, mais petit à petit, je pense que ça va nous construire ce qui va vraiment nous intéresser sur 2022 comme étant des vrais tournants pour l'instant. Et donc, je pense qu'on a surtout de la volatilité. Les actions, pour être très honnête avec vous, je n'ai pas eu le temps d'updater cette liste-là. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est... alors, c'était cette liste ici. Ce que je vous propose, c'est on va quand même passer en revue
mais je vais faire quelques écarts, et il y a quelques valeurs qui ne sont pas là-dedans, que j'ai en tête, qu'on peut regarder éventuellement. Vous avez 2 CRSI, là, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire que... Hop, pardon, je déplace ça. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire qu'il faut réussir à breaker ici, vous voyez, c'est 5,20 € par le haut, sinon on continue de rester dans la figure. ADP, alors c'est là où c'est assez intéressant, vous voyez, il y a quand même une très belle résilience. Que ça souffle un petit peu, toutes ces valeurs cycliques, alors là en l'occurrence c'est très cyclique, etc., c'est quand même un petit peu normal. Après, toutes ces valeurs tourisme, elles nous indiquent quand même une chose, c'est que le marché, depuis décembre, hein, on le voit, pour lui, Omicron, c'est la lumière au bout du tunnel. Donc ça, c'est quand même un avantage. Après, voilà, je ne suis pas un expert et je ne prétends pas l'être. Potentiellement, il y aura d'autres variants qui sortiront. Potentiellement, ils seront moins cool que Omicron ou plus cool que Omicron. J'en sais absolument rien. Toujours est-il que le marché, là, il a envie, en gros, de croire que c'est la fin. Et pour moi, c'est très important, parce que si on a ce retour en forme, on le voit, des valeurs cycliques, c'est à se servir comme indicateur. C'est-à-dire que quand elles vont bien, ça veut dire que pour le marché, en gros, c'est une question maintenant de quelques mois pour qu'on revienne. Et si c'est une question pour quelques mois pour qu'on revienne à la réouverture, c'est une question de quelques mois également pour qu'on revienne à des chaînes qui fonctionnent à nouveau bien, donc résorption des pénuries, donc on passait éventuellement en suroffre par rapport à la demande, et donc avoir un petit peu cette désinflation qui se met en place. Mais voilà, ça peut prendre, ça prendra du temps. Donc c'est pour ça que pour moi, ce mot temporaire déjà sur l'inflation, c'était très 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 dommageable, et ça a cassé la crédibilité des banques centrales. Mais dire que l'inflation est transitoire, pour moi c'est vrai. Par contre, il faut définir que la transition, ça peut durer 2 ans, hein. C'est une question, ensuite, il faut réouvrir réellement l'économie à plein, plus avoir ces charges Covid, comme je vous ai dit en début de vidéo, pour vraiment commencer à se dire, c'est bon, on va pouvoir estomper un petit peu les retards. Tant que vous n'avez pas ça, vous continuez de repousser le côté transitoire, hein. Voilà un petit peu pour l'idée. Pour ADP, donc je reste positif. Après, ça peut souffler, hein. Il faut lui donner le droit de souffler. Mais en tout cas, le retournement, comme sur Accor et compagnie, et pas mal de ces valeurs tourisme, est bien revenu. Air France, par contre, c'est un petit peu plus en deçà. Alors, il y a cette augmentation de capital qui est un petit peu en épée de Damoclès. Graphiquement parlant, c'est les 4,50 € qu'il faut casser pour passer. Et après, on passe aux grosses valeurs. Amazon, on avait parlé de sa faiblesse, hein, et vous le voyez, ça part en capitulation. Donc vous le voyez, vous dégradez, ça fait 2 mois que ça dégrade, mais vous commencez petit à petit à dégrader, et là, ça part en capitulation cette semaine. Maintenant, on est en train de commencer à arriver sur des niveaux de support. On voit aux alentours de ces 2900 $ jusqu'à 2870. Bon, c'est des niveaux de support importants. Comme en plus on a pas mal dégradé, on peut penser qu'on va faire un rebond technique au minimum. Ce rebond technique, justement, c'est l'usure des acheteurs dont je vous parle. C'est-à-dire que les acheteurs, ils ont été usés, et quand vous avez la capitulation, les acheteurs, ils ont été pleinement usés. Et ensuite, on va revenir pour faire du rebond, et c'est là qu'il va falloir observer la force. C'est ça qui va être vraiment important pour la suite. Pour moi, c'est d'observer la force des rebonds. On voit un titre comme Apple qui était très très fort aussi, qui a lâché aussi assez rapidement. Mais vous restez quand même dans une tendance haussière ici, contrairement à Amazon qui, elle, est déjà passée en correction. Et donc Apple peut encore pas mal tergiverser, mais on a quand même cassé la dynamique, on sent qu'on casse la dynamique. Donc même si vous avez des rebonds, à ce stade-là, c'est des rebonds techniques, donc c'est un marché de traders, c'est un marché de prendre ce qu'il y a à prendre, comme ce que je pouvais vous dire les dernières fois. Après, on peut regarder pas mal de valeurs qui avaient fait les beaux jours. Vous regardez comme Etsy par exemple, vous êtes à moins 50% sur le plus haut, hein, et le plus haut était donc fin novembre. Donc en 2 mois, en gros, vous avez perdu 50%. Donc là, également, je veux dire, vous voyez, on est en train d'arriver sur un support qui peut permettre de réagir. Maintenant, c'est des rebonds techniques. Avant de parler de retournement de la tendance, ça va mettre du temps tout ça, hein. Il va falloir mettre en place des configurations, des congestions, etc. Donc là, on est sur du rebond technique, mais encore une fois, on n'est pas sûr et certain que c'est le point bas. Il va falloir voir la force des rebonds. Et après, il faudra certainement pas mal de zigzags avant d'avoir une figure et de commencer à se dire j'ai des repères, je peux mettre un plan en place et je peux jouer éventuellement un rebond un petit peu plus. Donc c'est ça qui va être super important. Nvidia, c'est la même chose. Toutes ces valeurs qui ont fait le marché. Alors là,
faut que je nettoie un petit peu plus proprement l'histoire. Mais là aussi, vous voyez, on est en train de revenir, hop, ici, sur des niveaux de support importants. Donc ça peut vous permettre, en tant que trader, je l'ai fait aujourd'hui, mais j'ai fait des rebonds, mais je joue vraiment rebond technique à ce stade, parce que pour moi, ça risque de gesticuler encore un petit peu. On a AMD également, alors après, c'est des zones, hein, on n'est pas au point près. Mais on sait bien qu'à un moment donné, on va commencer à taper sur des zones qui vont permettre de mettre en place des rebonds. Mais ces rebonds-là, pour moi, vont rester techniques, parce que là, quand vous avez une capitulation, il ne faut pas s'attendre à ce que le marché remonte en roue libre. Alors, suivant ce que annonce éventuellement Powell, mais je ne m'attends pas à grand-chose, il faut s'attendre à pas mal de volatilité qui est juteuse pour le trader, mais pour l'investisseur plus moyen terme, il y a surtout là une phase maintenant d'observation. Je veux dire, l'investisseur, il a vraiment des configurations intéressantes sur le côté value, sur le côté minière, sur le côté valeur de croissance. C'est plutôt le trader qui s'amuse actuellement. Voilà, bon après Netflix et compagnie, je ne vais pas toutes les faire, mais vous avez compris l'idée. Également, ce qui est intéressant, regardez des valeurs comme Arcelor, c'est pas parce que c'est ce que je tentais de vous expliquer, c'est dans les précédentes vidéos, je dis il faudra faire très attention, parce que quand les valeurs de croissance vont capituler, il ne faut pas omettre que le marché est quand même un ensemble, et que donc même si vous avez des values, vous n'êtes pas nécessairement protégé contre vents et marées. Elles sont plus résilientes certes, mais vous pouvez vous faire taper également, puisque ces valeurs-là, à un moment donné, devront refluer, devront souffler, mais également, potentiellement, auront à subir de la pression de hedge funds, de portefeuilles qui ont besoin d'aller chercher des liquidités pour renflouer les caisses, pour faire les appels de marge, etc. Et donc, vous pouvez avoir de la volatilité là-dessus aussi. Et là également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ArcelorMittal se prend 7%, alors on est à plus de 10% de baisse depuis les plus hauts, mais il faut relativiser également qu'on avait fait en ligne droite, on avait gagné 10 euros. Donc vous en reperdez 5, vous avez fait un retracement de la moitié. Donc c'est là aussi où c'est important de relativiser et de voir le chemin qui a été parcouru par certains titres et d'accepter le fait que ça reflue énormément et que maintenant, ce qui va être important, c'est de voir la suite, de voir comment les constructions vont réellement s'opérer. Atos, c'est une tendance qui est baissière, mais qui est en mode rebond technique à ce stade-là. On est en train d'arriver sur la zone de résistance. C'est là que ça va se jouer. C'est là, justement, où c'est important de ne pas mettre un gros chandelier rouge comme ça qui repart au sud directement, mais justement de faire comme on est un petit peu en train de faire, c'est-à-dire, quelque part, dans un marché qui fait quand même la tête, d'être résilient. Parce que être dans une tendance baissière et faire du moins 2% aujourd'hui, moi je considère que c'est quand même assez résilient. Alors, je pense du principe qu'on peut toujours revenir vers cette zone des 32,60, hein, mais en gros, ça va avoir besoin de congestionner là-dessus. Et ce n'est que quand vous cassez ici par le haut, que là vous commencez à souffler un petit peu. C'est les tendances baissières. BF Semiconductor qui avait été très fort également dans sa remontada, ici vous voyez on avait gagné quasiment une vingtaine d'euros en l'espace de 5 jours, de 6 séances quoi. Et bien là aussi à un moment donné vous refluez, vous en perdez 10, mais là aussi vous voyez le retracement. Et c'est d'autant plus important que si vous regardez l'indice des semi-conducteurs qui a breaké un support assez important, finalement ça vous fait ressortir des valeurs semi-conducteurs qui sont quand même plus puissantes que d'autres. Quand vous regardez la tronche de Nvidia par exemple, bon, c'est un petit peu plus facile de gérer du BE semi-conducteur actuellement. Il y avait Biocorp la semaine dernière, c'est toujours la même chose, toujours la cassure des 31 euros, c'est assez petit comme valeur. Carbio pour l'instant ça hésite toujours la cassure des 42 euros à entrevoir. Carrefour du coup a une résilience également. Vous voyez on est en train de revenir sur la moyenne mobile 20 qui éventuellement va pouvoir servir de support. Bref, c'est des valeurs qui permettent d'être un petit peu plus à la cool. Serinov, on a vu, est en train de commencer à breaker, ça c'est en valeur plus spéculative. CGG est allé plus haut que ce que je pensais, hein, en mode poussé, mais on est en train de refluer, on le voit, et de revenir sur cette zone de support, 77 centimes d'euros, 76 centimes d'euros. Donc ça devrait éventuellement tenir pour essayer de jouer une relance. Claranova est en train de refermer son gap également.
Là aussi, ça va congestionner, construire. Voilà, et maintenant, le vrai boulot de trader est en train de commencer. C'est les phases de construction, les phases d'observation, les phases de patience. C'est 80% du job. Crédit Agricole également, vous voyez, qui revient chercher des niveaux de soutien à ce stade-là, qui éventuellement peut permettre de rebondir. Mais c'est ces rebonds-là maintenant qui vont vraiment m'intéresser pour voir les vraies forces et pour voir si voilà, on a fait notre correction et maintenant on va commencer à souffler, ou au contraire on met un second effet qui se coule derrière. Dolphin, ça c'est un tout petit titre en mode spéculatif, pour l'instant c'est pas parti, il ne faut pas avoir des grosses positions là-dessus. Egide, c'est toujours propre, on voit ça a breaké les 1,50 €, ça va jouer à faire un plus haut. On me demandait mon objectif sur ce genre de titre. Alors je pense que la zone des 1,80 € peut bloquer, mais sinon j'ai la zone des 2 €, 2,10 € qui est pas mal. Ça fait partie des titres comme Memscap aussi, c'est des petits titres que j'aime bien, qui se payent pas cher, sur lesquels il peut y avoir des OPA. C'est des petits titres en mode value, où les fondamentaux font rester un petit peu serein malgré ce qui peut se passer sur les marchés. Engie est allé chercher une résistance, est en train de consolider également, rien de bien méchant à ce stade-là, il faut bien souffler. Eramé, pareil, hein, est allé chercher quasiment les 100 €, fait une mèche haute, voilà, maintenant met en place un petit peu une conso. Je veux dire, rien de bien méchant tant que vous tenez les 87 €. Euronav, ça reflue. Là, par contre, on a cassé un petit peu la dynamique. Je la laisserai de côté à ce stade-là, tant que vous ne dépassez pas les 8,20 €. Au niveau de Genoway, on reste en embuscade. Hop, on le voit ici. Tac, je vais la construire comme ceci. Donc, on reste bien en embuscade, mais toujours ces 4,80 € là, à essayer de breaker pour passer. Harmony Gold, on voit tout de suite la rapidité. C'est ça aussi qui est important de bien dénoter. C'est vous voyez quand le marché est blindé de liquidité. Certes, vous avez beaucoup de volatilité et limite on bazarde certaines valeurs, mais on revient en force et très rapidement sur d'autres valeurs. Et là, vous le voyez, c'est ça aussi qui est très compliqué pour un trader, c'est qu'on se dit qu'on a le temps, et en fait, on n'a pas trop le temps. On a une remontée, justement, et on voit en une séance, quasiment, on gagne 15-16% là sur Harmony Gold, qui se remet donc en embuscade de la résistance horizontale. Donc là, tout de suite, les minières, alors il y a Goldfields, etc., il y en a pas mal. Vous avez des minières argent aussi qui se remettent dans des positions assez intéressantes à observer, je ne veux pas toutes les regarder. Hermès, on en avait parlé le week-end dernier, est en train d'arriver sur une zone de support qui peut permettre du rebond, et c'est ce qui permet, alors c'est là où on trouve la force d'indices qui sont bien pondérés, on le voit, avec des valeurs de croissance certes, mais qui ont une certaine visibilité, donc il ne faut pas omettre également les GAFAM qui vont annoncer leurs résultats. Ce qui va être très intéressant justement, c'est que le marché pour moi ne jette pas la croissance, et j'avais fait une vidéo également il y a quelques semaines, c'est de bien faire attention de ne pas mettre toutes les valeurs de croissance dans le même panier. Vous avez un certain nombre de valeurs avec de la visibilité. Même si vous avez de la volatilité, ça peut être vu justement comme une opportunité parce que ces valeurs-là avaient un gros momentum et que ça sera les premières éventuellement quand le marché voudra jouer un rebond, il jouera un rebond avant tout sur ces valeurs-là qui ont de la visibilité. Et Hermès, on le voit, on a eu donc une volonté de rebond comme sur LVMH. Voilà, mais après, vous le voyez, c'est du rebond, ça peut éventuellement continuer de pousser un petit peu, mais on a quand même un petit peu cassé la dynamique et c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus erratique qu'auparavant, en attendant qu'on ait une construction et quelque chose qui nous permette d'avoir une vue un petit peu plus moyen terme. Imerys également, pour moi, on est arrivé sur un niveau de résistance qui peut permettre de souffler un petit peu, mais là aussi, vous voyez un petit peu le raz-de-marée, les liquidités qui sont venues sur toutes ces valeurs cycliques, value, etc. Voilà, on n'a pas fait les choses à moitié, mais à un moment donné, il faut s'attendre aussi qu'on ait éventuellement une conso au prorata, et là, c'est là où ça va nous intéresser, c'est les congestions qui se mettent en place sur ce niveau-là pour jouer à ce moment-là le second effet qui se coule. Kerlink également, il y a une news qui a permis que ça parte, on avait parlé le week-end dernier. Corian, c'est toujours en attente, on a validé cette oblique descendante qu'il faut casser par le haut donc pour valider le retournement, mais il y a encore pas mal de boulot. La TECOR, même chose, malheureusement on n'a pas réussi à partir ici, donc tout est à refaire. Ça reste une petite valeur en recovery, hein. La problématique, voilà, c'est ce qui est dommageable pour elle, c'est son manque un petit peu de volume, donc on a juste globalement la figure qui reste la même pour moi, donc toujours la phase de congestion ici, et donc il faudra réussir à casser les 55 centimes d'euros pour lâcher la sauce. LVMH, donc on voit qu'il met en place du rebond technique à ce stade-là, et c'est là maintenant, on y est.
la congestion qui se met en place. Et donc, on est en attente, savoir on casse par le haut, on casse par le bas. Et donc, si vous cassez par le bas, évidemment, on va se retrouver avec un dilemme, et il faudra faire attention. C'est que le CAC 40, qui est surpondéré en valeur du luxe, si elle commence à corriger un petit peu plus fort, forcément va être handicapé. Et les seules valeurs value ne suffiront pas à lui maintenir la tête au-dessus de l'eau comme ce qu'on a eu ces dernières semaines. Et c'est là où l'illusion des indices marche à l'envers, c'est-à-dire qu'il faudra faire attention de ne pas se faire biaiser par une configuration graphique sur le CAC 40 qui n'est pas top, et du coup de larguer des valeurs value ou cycliques qui, elles, conservent encore une certaine résilience et une bonne gueule. Donc c'est là aussi où, en gros, ça sera le contraire, ça sera le contraire des années précédentes, où c'était essentiellement une poignée de valeurs qui faisait les indices et qui était en mode rouleau compresseur. Et ce n'était pas parce que le CAC 40 était haussier qu'il fallait acheter des couteaux qui tombent, parce qu'il continuait de tomber. Là, ça va être, je dirais, le contraire. Morel et Prom refluent un petit peu, mais rien de bien méchant, 2,40 € en support. Micropole n'arrive pas à passer les 1,40 €. Nacon a réussi à casser son oblique, on en avait parlé, on est allé chercher la zone de résistance des 6,20 €. Maintenant, ça peut souffler un petit peu, mais rien de bien méchant là aussi. Énergie, j'ai fait des jolis dessins pour dire que du coup, vous voyez, même les valeurs value, qu'on sait qu'elles sont value depuis 2 ans, mais ça a intéressé personne, là maintenant, ça commence à intéresser. Et donc là, sur énergie, éventuellement un dépassement des 6 €, 6,10 €. Orange également, ça a intéressé personne pendant des années, et là, poum, c'est en train de réintéresser, et donc on a validé le niveau des 9,60 € en support cette semaine, donc valeur défensive, hein, on voit. Plastic Omnium, alors les équipementiers auto étaient plutôt pas mal la semaine dernière, et là, cette semaine, on a lâché. Donc on continue de rester dans les configurations, mais en gros, on a lâché les médianes, donc on est un petit peu plus sur la réserve. Prosus également, ça reste plutôt propre. On a fait un bon pullback cette semaine, et puis on est en train de bien relancer. Le gros morceau à passer, ça reste les 80-81 €. Quantum Genomics, pour l'instant, n'y arrive pas. On le voit, toujours cet oblique ici qui n'arrive pas à être franchi, et on revient dangereusement jouer avec l'oblique du bas. Renault, ça reste également propre, on le voit, donc l'automobile est plus résiliente que les équipementiers, quoique il y a certains équipementiers qui tiennent plutôt pas mal. Donc Renault, ça reste plutôt propre, là aussi, on voit la congestion, et on voit tout de suite, c'est ça qui est intéressant, vous le voyez, tout de suite on voit les choses qui tiennent bien. Maintenant, comme je vous disais les semaines précédentes, il faut faire attention, parce que si le marché joue vraiment à se faire peur, même ces valeurs qui sont résilientes, etc., il faudra s'attendre à ce que, certes, elles restent résilientes et elles perdent moins, mais elles perdront quand même. Toujours est-il que on le voit que dorénavant, c'est sur ces valeurs-là, value cycliques, que les dips sont achetés, alors que sur les valeurs de croissance, ce qu'on a vu notamment hier, pour moi, la séance était, sur le Nasdaq était vraiment une bonne réflexion, c'est qu'on fait plus 2%, on fait un rebond technique de plus 2%, et en l'espace d'une heure, pouf, vous terminez quasi à moins 2, et aujourd'hui, vous remettez le couvert, et vous allez chercher du moins 2 avant de faire la remontada. Donc là, ça prouve bien qu'on n'est plus dans une mentalité d'acheter le moindre dip. Les acheteurs se sont fait complètement user. Par contre, les acheteurs sont faibles, c'est les vendeurs qui vendent le moindre rebond. Et donc c'est là où vous avez le changement de paradigme, c'est que le moindre rebond est vendu. Et donc il faut attendre d'avoir à nouveau ce changement de paradigme pour l'investisseur de moyen terme. Là, c'est un marché de traders. Sur les valeurs de croissance. Par contre, vous voyez, sur les valeurs value, c'est l'inverse. Sanofi, on avait parlé également comme d'une bonne résilience. Elle a bien validé cette résilience-là. On est en train de tenter de sortir des 90 €. Ça reste positif. Sartorius, valeur de croissance, on le voit, on en avait parlé de ce support la semaine dernière. On est passé légèrement un petit peu en dessous et on est en train de tenter le rebond. Ça reste du rebond technique à ce stade-là, hein, bien entendu. Et c'est là aussi où vous voyez tout le changement de paradigme, c'est que vous n'avez pas fait un gros... en 2 séances, vous n'avez pas rattrapé 5%. On est beaucoup plus timide là-dessus. Ça ne veut pas dire que le rebond technique ne va pas demeurer, ça veut dire qu'on est dans des constructions qui vont certainement prendre du temps. SMCP, ça se joue toujours en mode spéculatif par rapport à cet actionnaire majoritaire, il n'y a pas plus de dire que ça. Solution 30, on joue un petit peu avec le feu, hein, tant que vous ne dépassez pas les 6,90 €, 7 €,
c'est toujours léger. Technicolor, pour l'instant, il faudra toujours dépasser les 3 euros également pour faire la remontée. Technip Energy, on est venu chercher la résistance en reflux, mais rien de bien méchant, hein. C'est sain à ce stade-là, et là aussi ça fait partie des belles valeurs, je trouve assez résilientes. Total Energy, alors j'ai un bug de PRT qui m'affiche qu'un seul chandelier, mais bon, l'idée aussi c'est que il faut bien souffler à un moment donné, hein. On a fait quasiment 30% en ligne droite sur les derniers mois, donc ça méritait bien de souffler. Hop, voilà, c'est revenu, mais du coup je dézoome. Unibail aussi, vous voyez, résiliente, hein, ça tient plutôt pas mal. Euh, donc valeur cyclique par excellence, valeur réouverture, et du coup ce qui serait encore plus mieux, c'est de casser ici par le haut pour donner un bon signal. Valeo, même chose que pour Pomme, les équipementiers, voilà, c'était plutôt pas mal, mais ça continue de se chercher, alors ça reste dans la congestion à ce stade-là. Il faudra remonter au-dessus des 27 euros pour se remettre dans des bonnes dispositions. Pétrole, ça reflue plutôt pas mal. Mais là aussi, voilà, au prorata un petit peu de la hausse de ces derniers temps, et ça reste des parapétrolières, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de volatilité. On a un bon support là sur cette zone des 7,80 € qui peut éventuellement fonctionner, mais quand même ce chandelier, il est pas top, et on casse un petit peu la dynamique là en repassant sous les 8,20 €. Petit clin d'œil à Fred, hein, qui avait eu raison d'être gourmand sur ce coup-là. Verimatrix, pareil, il faut se mettre en attente, la laisser construire doucement. Le jour où ça cassera cette oblique-là, il y aura un petit retournement à jouer éventuel. Et Worldline, enfin, pour finir, ça reste une tendance baissière. On joue avec le support. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à vous dire que ça. Globalement, il n'y a rien. C'est aussi simple que ça, il y a vraiment rien. Si ce n'est des rebonds techniques en mode trader, il faudra réussir à revenir au-dessus des 48 € pour se remettre dans des bonnes dispositions. Mais ça aussi, Aurélie, c'est une belle image de ce que je vais essayer de vous dire. C'est donc valeur de croissance. Mais vous voyez, donc ça prend un tampon, et vous voyez, les rebonds techniques peuvent être intéressants pour du trader, mais pour de l'investisseur, c'est de l'argent bloqué. Vous n'avez pas des remontées en ligne droite. Le marché a changé de paradigme, a changé d'âne. Et on retrouve en fait plutôt l'achat des dips et la force et la résilience, vraiment beaucoup plus sur des valeurs value. Alors après, on peut se dire Worldline à ce prix-là, même si c'est des valeurs de croissance, c'est un petit peu comme Atos, c'est un petit peu comme Intel, c'est un petit peu comme IBM, etc., où c'est plus réellement des valeurs de croissance, c'est des valeurs qui adoptent aussi un côté value. Maintenant, il faut faire attention, c'est pas cher, ça peut toujours devenir moins cher, et donc c'est là où c'est important l'aspect timing, surtout si vous n'avez pas un portefeuille qui est très large, d'éviter de bloquer de l'argent pendant X mois, voire X années, sur ce genre de choses-là, en attendant qu'il y ait un éventuel signal, parce que des opportunités, il y en a plein d'autres, évidemment, pendant ce temps-là. Voilà pour cette vidéo que j'ai voulu la plus objective possible, la plus complète possible. Vous me direz si j'ai réussi ma mission. En tout cas, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit pouce en l'air, à la partager également avec d'autres amis traders, investisseurs que vous avez, si ça peut les aider, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quelles sont vous les valeurs que vous privilégiez et peut-être votre scénario de marché que vous privilégiez. Donc pour la semaine prochaine, où on aura encore des résultats et la Fed, ça va être ça qui va être vraiment important, plus les résultats, je dirais, parce que ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir, on voit les résultats qui sont très bons, qui battent le consensus, mais les perspectives, on voit, je m'attendais à ça plus le trimestre dernier, ils l'ont pas fait, mais là, on voit beaucoup de PDG qui sont un petit peu plus prudents sur le reste de l'année, et là, les sanctions sont très importantes sur le marché, on voit, on ne prend pas de gants. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures boursières. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je continue de publier régulièrement des vidéos. Et petite notion dernière, j'ai oublié plus tôt, mais avec Pierre-Yves qui a un coup de crayon exceptionnel, on a commencé à avoir l'idée enfin ça faisait un moment que j'avais l'idée mais j'avais pas le temps, etc. Et donc là Pierre-Yves m'aide également à illustrer un certain nombre de citations et de choses que je trouve assez importantes. Et une image, comme disait Napoléon, vaut mieux que 1000 mots, je crois que c'était quelque chose comme ça, vous me reprendrez dans les commentaires. Et donc du coup je pense que voilà, si ça peut vous aider des fois, au lieu de répéter les choses,
d'avoir une citation que vous pouvez avoir en face de vous. Après, voilà, il a fait aussi des graphes qui peuvent être pas mal pour des mugs, des t-shirts, tout ce que vous voulez. Bref, je vous mets le lien dans la description pour aller voir déjà des premiers graphiques, des premières illustrations. Si ça vous plaît, tant mieux. Il y avait plusieurs personnes qui m'avaient demandé également de participer à un cadeau pour la naissance de Mathéouche. Alors j'ai 1 an de retard, maintenant il a déjà 1 an. Donc si vous voulez participer, sachez que jusqu'à dimanche, 50% de la marge sur tous les goodies ira à une cagnotte pour Mathéouche. Et je vous dirai évidemment ce que je lui achète avec ça plus tard. Après quoi? Après ce dimanche, 100% de la marge va à l'artiste. Je ne veux absolument pas en faire un business. Plusieurs personnes m'avaient dit ça serait sympa d'avoir des goodies, etc. Moi aussi j'aime bien, même si je suis vraiment nul, et que vous avez pu vous en apercevoir au long de toutes ces années avec les miniatures, vidéos, les trucs, les machins, je suis vraiment une bille et j'ai vraiment atteint très rapidement mon niveau d'incompétence sur tout ce qui est graphisme, etc. Et je veux vraiment pas passer, de toute façon j'en ai pas, je veux vraiment pas passer beaucoup de temps là-dessus, et j'en ai pas, tant pis, voilà, si ça fait pas des clics, des machins. Mais voilà, donc l'idée c'est 100% de la marge va à l'artiste après, c'est l'idée première pour moi, c'est avant tout voilà, d'aider les artistes, et ça me fait plaisir, c'est ça les motive, et puis en plus, j'aime bien les créations. Voilà. Excellent week-end une nouvelle fois et on se retrouve lundi donc pour voir un petit peu, très certainement je pense que ça sera un petit peu plus attentiste en attendant la Fed ensuite. Salut les graphes.